Des coïncidences du vers et de la prose dans le travail de François Julien. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci évidemment à l'association des coïncidences. Merci à Linda Branco, à Pascal David, à François Livonnet. Et merci à François Julien de nous réunir toutes et tous autour des questions qui comptent. Alors en fait, j'ai un petit peu changé, non pas le propos, parce que je ne sais pas faire autre chose que ce que je vais faire, mais le titre. J'appelle ça « Le vent de l'écart pour une poétique de la décoïncidence ». Un mot de préambule, il est prudent de s'en convaincre, il n'y a pas de rapport poésie-philosophie, si l'on veut désigner par là la structure d'un questionnement étranger à l'histoire et qui mettrait face à face deux essences, deux pratiques du langage, comme figées en disciplines adverses, se regardant en chien de faïence, grognant, montrant les dents, et parfois se rapprochant pour se coller. Non, rien de tel n'existe. Il y a des configurations historiques, des situations, des nouages particuliers qu'il est très dangereux de trancher en recourant à la scène inaugurale très spécifique de l'expulsion des poètes dans la République de Platon, qui n'explique qu'en partie d'ailleurs l'antiplatonisme de toute une famille de poètes français au XXe siècle. On pourrait se demander, ce serait déjà plus précis, ce que la philosophie fait de la poésie, de Platon à Heidegger, mais aussi ce qu'évidemment la poésie fait de la philosophie. Les deux trajets existent. Mais même cette question n'existe pas en ces termes, et elle nécessiterait à chaque fois des descriptions précises, in situ, philologiques. Je prends un exemple, pour le roman de la Rose, qui est un poème, mais aussi pour les grands poètes métaphysiciens de l'Angleterre, pour Hölderlin et Heidegger, les amis du séminaire de Tübingen, pour les romantiques anglais, pour les symbolistes, etc. Dans notre contexte, il faut évidemment faire un sort particulier à Mallarmé, dont l'œuvre est sans aucun doute un des nœuds les plus serrés qui fut jamais, tant il est vrai que celui qui se présente comme un dramaturge de l'idée est devenu le poète des philosophes français, puisque, vous le savez, il y a un Mallarmé selon Sartre, un Mallarmé selon Foucault, un Mallarmé selon Derrida, un Mallarmé selon Rancière, un Mallarmé selon Lacoue-Labarthe, un Mallarmé selon Badiou et un Mallarmé selon Julien. J'ajoute pour faire bonne mesure que le terme de poésie ne se confond pas davantage avec celui de littérature, que le terme de philosophie ne se confond avec celui de pensée, et qu'on ne gagne rien à dire, avec Vincent Descombes, que les œuvres littéraires font penser, tant il est vrai que celle qui échappe à cette dignité ne cesse, hélas, de nous faire penser, elle aussi. Je voudrais plutôt indiquer cet après-midi que la décoïncidence est un nom de ce non-rapport et en tirer une série de conséquences en me demandant quelle pourrait être la ressource de la décoïncidence pour une poétique qui se voudrait pour aujourd'hui et pour demain. Étrange forgerie philosophique que celle de ce concept de décoïncidence. Étrange, puissante et belle et inspirante, et dont il m'est demandé, par vous, fidélité oblige, de voir comment elle s'applique à la littérature, ou, car c'est bien mal dit, comment elle peut indiquer une coopération qu'il faudrait dire décoïncidente entre littérature et philosophie. Je me propose donc d'examiner ce concept avant de l'inscrire dans l'itinéraire de François Julien, qu'il faut bien appeler une œuvre, pour examiner comment il se distingue, ce terme de décoïncidence, d'une série paradigmatique de termes qui disent, chez Julien, l'hétérologie, et dont l'écart et l'inouï ne sont pas de simples synonymes. Enfin, j'essaierai de comprendre si ce terme, donc, peut rendre compte du rapport du vers et de la prose au sein de l'œuvre de François Julien, dont le premier travail, faut-il le rappeler, s'intitulait La valeur allusive, et portait sur des, je cite, des catégories originales de l'interprétation poétique dans la tradition chinoise, et ne se proposait pas moins que de proposer, j'ai été relire la thèse, François, elle est très belle, si tu en avais un exemplaire à me donner, je serais content, de proposer, tu l'as encore, ça? Ouais. La valeur allusive, une poétique comparée. Nous étions en 1983, il y a 40 ans, et la poétique, depuis, a perdu beaucoup de terrain, noyant ses prérogatives dans une pragmatique qui efface la distinction d'Aristote entre poiesis et praxis. Je commence donc.
Et je commence par un peu d'étymologie en examinant le concept de décoïncidence. Je retarde un peu, à la manière de Mallarmé, si vous me permettez, le coup de dé et me concentre sur coïncidence. Coïncidence, donc, c'est ce terme étrange composé du préfixe co et du substantif incidence, le terme incidence signifiant ce qui survient, ce qui tombe. Incido, en latin, c'est tomber dans. Cicéron dit, par exemple, incido in foveam, je tombe dans une fosse. Mais c'est aussi arriver par hasard. In mentionem alicoius incidere, c'est en venir à parler fortuitement de quelqu'un. Le mot en vient à indiquer, et c'est très fréquent chez les stoïciens, que François aime de moins en moins, à indiquer les accidents de la fortune. Incidunt sape tempora, il arrive souvent des circonstances où, etc., etc. Avec un sujet neutre, donc, l'incidence, c'est ce qui tombe bien ou mal. La coïncidence, c'est donc ce qui tombe ensemble, ce qui s'ajointe, ce qui se combine bien. En français, et François ne cesse de l'indiquer, bien sûr, on le dit avec exactitude, lorsque la rencontre fortuite de quelqu'un dans un lieu inattendu, au métro Boucicaut par exemple, nous fait dire, tiens, quelle coïncidence. Ici, le terme apporte évidemment une signification nouvelle. La coïncidence, c'est ce qui tombe parce que l'on ne s'y attendait pas, mais qui obéit cependant, un peu comme chez Leibniz, à un accord préformé, préorienté. La coïncidence, on ne s'y attend pas, mais quand ça arrive, on peut dire que ça appartient à ce qu'on pourrait appeler une harmonie préétablie. Deux mesures, deux corps, deux événements peuvent ainsi coïncider. Et de deux êtres qui vont ensemble, on ne dira pas qu'ils coïncident. Je ne pense pas que vous essayez de séduire quelqu'un en lui proposant de coïncider avec lui ou elle. C'est pas faites autrement. Mais cet accord, eh bien, harmonie et why not? Bon, moi je le ferai pas. Et coïncidence. Alors on pourrait le dire. Je l'indique à François qui va aussi dans une note dans cette direction. On peut le dire évidemment dans le lexique des facultés, le lexique traditionnel de la philosophie, car au XVIIIe siècle, c'est l'accord de l'appareil des facultés qui permet la connaissance, c'est-à-dire la coïncidence de l'objet et du sujet, mais aussi le jugement esthétique. Il suffirait ici de convoquer le paragraphe 23 de la critique de la faculté de juger, où Kant montre qu'on passe de la faculté de juger le beau à celle de juger le sublime, en passant d'une coïncidence à une décoïncidence. Le beau, c'est la coïncidence des facultés, et le sublime, leur décoïncidence. Je soutiendrai que la coïncidence est l'horizon de la phénoménologie, et que ses origines kantiennes n'y sont pas pour rien. Alors là, je suis obligé de faire un petit détour par la phénoménologie pour montrer comment la phénoménologie est une pensée de la coïncidence, comment ça appelle une poétique particulière, d'accord, et montrer comment la pensée de la décoïncidence appelle une autre poétique. Je dis ça parce qu'évidemment, toute la poétique non structuraliste européenne, pas simplement française, depuis les années 50, est une poétique phénoménologique. Alors, comment on peut la présenter? On peut rappeler que, je prends une formule que j'aime beaucoup, j'en ai souvent discuté avec Patrick Auchard, ça me permet de le saluer, que quand Heidegger décrit l'entreprise de Kant, il dit que la force de Kant dans la critique de la raison pure est de penser que les conditions de l'expérience du sujet coïncident avec les conditions du sujet de l'expérience. Je répète, les conditions de l'expérience du sujet coïncident avec les conditions du sujet de l'expérience. Et plus tard, dans un texte très célèbre, celui de la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty ira jusqu'à parler de connivence pour décrire cette coïncidence. Voilà ce que dit Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. Nous n'avons pas d'autre manière de savoir ce que c'est qu'un tableau ou une chose que de le regarder, et leur signification ne se relève que si nous les regardons d'un certain point de vue, d'une certaine distance et dans un certain sens. En un mot, si nous mettons au service du spectacle notre connivence avec le monde. Alors, je suis pas en train de faire de Merleau-Ponty un kantien, il aurait été horrifié par ça,
mais il me semble que Kant, en tout cas du paragraphe 16 de la critique de la faculté de juger, de la raison pure, jusqu'à la phénoménologie de la perception, la coïncidence est le milieu et le lieu dans lequel se pense la connaissance, mais aussi le jugement esthétique. Et je soutiens que cette thèse de la phénoménologie de la perception fait, au XXe siècle, la force des lectures phénoménologiques de la poésie avec lesquelles François Julien rompt. En effet, si on transpose la formule d'Heidegger en termes de poétique, on peut dire la chose suivante. Il y a poème quand les conditions formelles de l'énonciation de l'expérience du sujet correspondent aux conditions de l'expérience du sujet de l'énonciation. Alors, je pense que je vous ai un peu perdu, je répète. Il y a poème quand les conditions formelles de l'énonciation de l'expérience du sujet correspondent aux conditions de l'expérience du sujet de l'énonciation. Je m'explique. Chez Kant, je ne peux pas faire une expérience de ce dont je ne peux pas avoir une intuition. Or, les cadres de cette intuition, c'est-à-dire l'espace et le temps, ne sont pas donnés par l'expérience, mais par moi. En d'autres termes, ce que l'expérience me donne dépend de ce que je lui donne pour qu'elle se donne. Ce lexique, c'est exactement celui de Jean-Luc Marion. C'est-à-dire de Kant à Marion, on est toujours dans la coïncidence de la donation de l'expérience et de la donation du sujet de l'expérience, ce que le poète de Guy résumait, à mon avis, dans une formule qui fait un arc parfait dans cette histoire, qui est donnant-donnant. La coïncidence, le pacte phénoménologique, c'est donnant-donnant. Autant de données, autant de donations. Or, si on veut revenir au poème pour ça, voilà ce qu'on pourrait dire, me semble. J'ai telle ou telle expérience, je vois un visage, j'entends une mélodie, je perçois telle ou telle chose, ça c'est donné à tout le monde, et il arrive que je veuille l'exprimer. Bien sûr, c'est pas de ça qui va faire de vous un poète. Le poème, c'est quand la manière dont je fais une expérience, que je veux dire, est prise, saisie, capturée par les conditions qui dictent l'énonciation de cette expérience. Et ces conditions, elles relèvent, on le sait bien, tout uniment de la linguistique et de la poétique. Elles relèvent de la langue, bien sûr. Et c'est pourquoi François avait consacré toute une partie de son œuvre, qui reste encore actuelle, à la question de la traduction, et elles relèvent de la poétique. Elles relèvent de la poétique parce que, et Hamann, en 1784, l'avait fait remarquer à Kant bien avant des penseurs du XXe siècle, tout simplement parce que le schématisme est tropologique, c'est-à-dire il y a une manière langagière de saisir le monde, et cette manière, c'est ce que donnent les poètes. Tout comme l'expérience de la forme chez un peintre ou un musicien ne saurait être dissociée de la forme de leur expérience, de la même manière, chez les poètes, l'expérience de ce qui est dit est indissociable de la forme de leur diction. Formel ici a pour moi le sens le plus large possible. Donc je répète la formule parce que je pense que ce que fait Julien permet de nous en dégager. Il y a poème, disais-je, quand les conditions formelles de l'énonciation de l'expérience du sujet correspondent aux conditions de l'expérience du sujet de l'énonciation. En fait, cette formule, elle indique une expérience très courante, recherchée par vous et par nous, parce qu'intense, elle est intense pour les lecteurs de poèmes, qu'ils soient poètes ou non, et vous avez tous fait cette expérience, on ne peut pas le dire mieux. C'est le vers parfait. Variante plus ou moins informée et spéculative du trop fort, trop bien. Waouh. Je n'ai pas oublié voisine de la ville. Waouh. Qui pourrait dire mieux? Qui pourrait dire mieux? Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit qui pourrait dire mieux? Donc, parce que comme ça, dans un dîner en ville, on vous sort un beau verre, et quelqu'un dit waouh, vous dites attention.
tu dis waouh parce que tu veux dire que les conditions de l'expérience du sujet coïncident avec les conditions énonciatives du sujet de l'expérience. Essayez ce soir au dîner, vous allez voir, ça peut faire son effet. C'est-à-dire que, à la lecture de certains vers, nous avons l'impression qu'un écrivain a su dire une expérience en touchant à la vérité de la langue et que c'est là que réside son savoir propre, ce que Dante, dans une formule très belle, appelle il legame musaico, le lien musaïque. D'accord? La coïncidence. C'est la forme que donne le vers à l'expérience. Et chacune ici, et chacun ici, a son panthéon personnel, le vers qui le fait vibrer, et il est sans doute des vers magnifiquement réussis, ça je pense c'est un point important, qui saisissent moins précisément le lecteur, parce que ce qu'ils saisissent de la langue donne trop à la langue de l'expérience, et pas assez à l'expérience faite en langue. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des poètes que vous admirez, d'accord, mais que vous sentez moins, parce que vous vous dites, tiens, oui, c'est très fort comme montage langagier, mais ce montage langagier, il coïncide pas avec une expérience. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut parler, c'est pas du tout exagéré, de parler d'infaillibilité de certains vers. Toutes celles et ceux, alors François le sait mieux que quiconque pour la poésie chinoise et pour la poésie française, mais quelles que soient les langues que vous parliez, il y a des vers qui pour vous coïncident tellement avec ce qu'une langue peut donner que vous dites ça, c'est le vers italien parfait, c'est le vers allemand parfait, etc. Alors, l'invention de François Julien tient à sa défense et illustration, pardonnez-moi ce jeu de mots un peu facile, de la décoïncidence. Alors je voudrais maintenant un peu la déplier. Il n'aura pas échappé aux lectrices et aux lecteurs de ce livre, de 2017, que le terme de décoïncidence, et ça m'a frappé, mais tu le sais, mais je le redis quand même, est d'abord employé par François comme un retournement de la phénoménologie de la perception. D'accord ? La décoïncidence, c'est d'abord l'expérience que tu as devant un tableau. Picasso. Lisons la page 14, je la lis vite, rassurez-vous. Merci, Linda a même conscience de ma bibliothèque portative. Il ne s'agit pas seulement de défaire une adéquation parce qu'elle est suspecte de relever d'un ordre établi qui de ce fait est fini, mais il y a là le sentiment, face au tableau, donc, plus exigeant que coïncider, entrer en adéquation et satisfaisant, certes, c'est bien ce que dit Kant aussi quand il parle d'une satisfaction des facultés, mais n'est pas viable, n'est pas vivable, en tout cas, je lis paronomase, on dirait les rhétoriciens, n'est pas si fiable, pas viable, pas vivable, pas si fiable. François Julien, en plus, écrit bien. Il ne faut donc voir là qu'autant de biais de la part de ces peintres au tournant du siècle, pour expulser la peinture de son confort, d'accord, plus encore que de son conformisme, pour la déloger de l'idée facile qu'on peut coïncider avec du réel. Donc, ce qui me frappe dans ce début, c'est que c'est une machine de guerre. Alors bon, c'est un lexique que tu n'emploies pas, qui est trop vulgaire pour toi, mais c'est une machine de guerre contre la phénoménologie de la perception. On y voit comment une perspective d'esthétique transcendantale, c'est-à-dire la question de la ressemblance, va déboucher progressivement, dans les pages qui suivent, à la fois sur une thèse sur la vérité, c'est plus la question de la ressemblance, mais la question de l'adéquation, et sur une thèse ontologique, c'est-à-dire la question de la réalité. Julien, donc, tire son concept de la peinture, mais il veut lui donner une résonance plus ample. Dans une formule dense, il fait de l'écart, je trouve ça très frappant, le résultant de la décoïncidence. Page 16. Il tient alors son concept, car décoïncidence, je te cite, est ce concept génétique et logique à la fois, qui dit quelle rupture d'ordre, d'adéquation, est en jeu, mais sur le mode de l'autodéploiement, ou qui fait remonter aux prémices de la séparation en même temps qu'il fait comprendre la raison interne de cette déviation d'avec soi, d'où se promeut un nouveau soi possible. Alors, je dirais pour ma part que c'est un peu schématique, mais il faut quand même avancer. L'écart chez Julien est un concept topique,
alors que la décoïncidence est le ressort dynamique, énergétique, si vous voulez, la puissance et la ressource de l'écart. C'est du sein même, dis-tu plus loin, de l'adéquation qui, se stabilisant, se stérilise, en s'adaptant, se désactive, que s'introduit une désolidarisation vis-à-vis d'elle-même, qui, défaisant sa normalité, rouvre la possibilité d'un devenir. En d'autres termes, il y a dans la décoïncidence une philosophie vitaliste, même si le vitalisme de Julien a peu à voir avec le vitalisme spiritualiste d'un Bergson, mais il y a du vitalisme qui peut-être n'était pas là au début. La décoïncidence précède alors l'existence, j'espère que vous me féliciterez de ce jeu de mots, qui précède l'essence. Julien fait de la décoïncidence, donc, la condition même d'émergence de l'existence. Il en fait aussi la condition d'une philosophie de la liberté. Il dit même, décoïncider, c'est le verbe éthique par excellence. Le traité de la coïncidence va leur faire le relevé des ressources qu'offre ce concept. Françoise Gaillard l'a rappelé, d'une voix plus ferme qu'elle ne le craignait. François recourt à Flaubert pour montrer la décoïncidence à l'œuvre dans l'histoire. Il propose une philosophie de la vie selon le schème de la décoïncidence, une ontologie de l'accident inspirée de Lucrèce, une théologie même, page 59. Il est alors appelé à distinguer sa décoïncidence de la différence de Derrida. Et c'est pour moi un point central, je le dis, qui confirme une hypothèse que je m'étais faite depuis que je lis François Julien. François Julien appartient à cette génération de philosophes qui aura poursuivi un débat sans fin avec la phénoménologie comme doctrine principale philosophique, qui était le fond de ces années de formation. Reste que si la différence s'inscrit dans une ontologie de la présence et de la présentation, tu le dis bien, la décoïncidence s'inscrit quant à elle dans une logique qui défait la cohésion. La décoïncidence indique aussi le lieu d'émergence de la conscience comme déprise. Prendre conscience, c'est se déprendre de soi, page 81. La décoïncidence est alors le moteur du négatif, discussion avec Hegel, et cette ontologie de la décoïncidence va déboucher sur une éthique dont Rousseau serait une figure exemplaire. Tu dis même Rousseau entre parenthèses Genève, donc je l'ai pris comme un signe de gentillesse. S'il est une œuvre dont la force est sa capacité à décoïncider, c'est exemplairement celle de Rousseau. Cette force, cette capacité de décoïncidence, qui est celle de Rousseau, est le contraire, montres-tu, du stoïcisme. Stoïcisme qui s'obséda, c'est un des rares chapitres à charge de ce livre, c'est le seul d'ailleurs chapitre à charge de ce livre, dont tu veux montrer qu'il s'obséda de coïncidence à un triple niveau, coïncidence avec le moi, doctrine de l'eikoiosis, avec le monde, doctrine du cosmos, avec la pensée, doctrine du système. Le livre, qui est une philosophie du vivre, aurait pu s'arrêter là. Mais il s'achève sur un chapitre de poétique. Un chapitre de poétique de la modernité, dont les héros se nomment Mallarmé, je les cite dans l'ordre, Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire et Lautréamont. Attention à l'ordre. Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire et Lautréamont. Chronologiquement, c'est pas bon du tout. François le sait, mais il veut rentrer dans la modernité par Mallarmé. C'est très important. Parce que Mallarmé va nommer le processus de D, le coup de D, si vous voulez, si on veut jouer sur le D et le préfixe, le coup de D, sous lequel François va placer sa poétique de la décoïncidence. Je le cite. La poésie moderne pratique la décoïncidence, elle en est la mise en œuvre et ne fait que la célébrer. De là que lire cette poésie, c'est se livrer à des travaux pratiques de décoïncidence. Alors on pourrait dire que du coup dans ta discussion avec Françoise,
tu lui donnes quand même des éléments pour penser un peu la décoïncidence comme pratique, même si tu mets travaux pratiques entre guillemets, hein, de décoïncidence, non mais il faut bien que je t'énerve un peu, qui ont à nouveau une vertu éthique en même temps que poétique. Celle de faire, notez bien la formule, désadhérer des constructions normalisées de l'esprit, barrant l'essor de la vie comme de la conscience. Donc c'est une thèse, me semble-t-il, très forte sur la poésie moderne, dont les pratiques de décoïncidence, d'accord, seraient des opérations verbales destinées à des opérations logiques, les constructions normalisées de l'esprit, tournées vers l'essor de la vie. Ce qui permet à François Julien non seulement d'inscrire la poésie moderne dans une conception, dans sa conception de la coïncidence, mais aussi d'articuler de manière nouvelle, me semble-t-il, les symbolistes grands et petits, dans un vitalisme, puisque la thèse de François, c'est que cette manière de faire de la poésie serait destinée à libérer de la vie. Alors, ici, s'ouvrent pour moi deux enquêtes. J'en dis juste une, et parce que je voudrais faire l'autre. J'avais pensé à deux choses. Je vous dis vite ce que j'aurais voulu faire pour faire ce qui me paraît plus fécond pour nos débats ces jours-ci. D'une part, je crois que on pourrait montrer comment la poésie, et là je dis bien la poésie, d'accord, c'est-à-dire pas Stendhal, pas Flaubert, pas Proust, la poésie intervient en regard de ce qui me semble être les 4 hétéronymes de l'hétérologie de Julien. Je suis très frappé quand je lis François Julien par la ressemblance, et à mon avis c'est pas un hasard, et d'ailleurs tu l'as souligné toi-même tout à l'heure, que de la même manière que Foucault, dans l'archéologie du savoir, se méfie de ce qu'il appelle l'identité de la rupture. Foucault arrête pas de dire oui, je veux pas, quand je pratique une épistémologie de la rupture, que ce mot rupture soit un mot qui couvre des phénomènes différents. Et il dit il faudrait à chaque fois réinjecter des mots nouveaux, c'est l'histoire n'est pas faite de synonymes, y contredire est un devoir, etc. Et donc, les 4 mots de l'hétérologie de Julien, des 4 phases, je pense qu'aujourd'hui, l'œuvre est assez vaste et importante pour qu'on essaie d'y voir des césures, même si cette pratique pourrait l'agacer, et même si elle contredit en partie la thèse des transformations silencieuses, qui fait qu'une œuvre se transforme elle-même plutôt qu'elle ne se découpe. En tout cas, ces 4 termes de l'hétérologie, à savoir le détour, l'écart, l'inouï et la décoïncidence, qui sont 4 noms de la rupture, appellent 4 types de poétiques différentes. D'accord? Et donc ça, c'est assez facile à montrer, parce qu'on peut partir de la valeur allusive, c'est-à-dire la notion, la thèse de François Julien en 83, qui est vraiment une thèse sur les pratiques du sens, et cette thèse, elle est liée à une poétique très particulière, puisqu'il s'agit de décrire la poétique des lettrés chinois, et ici, le poème intervient à un certain niveau, d'accord ? Et le poème intervient à un niveau fort, qui est celui de montrer une autre manière de produire du sens. Alors, on va dire une décoïncidence. Oui, si vous voulez, mais ça serait rabattre des périodes que j'essaie de distinguer. Le détour. Dans ce schéma-là, pour François, ce que fait le poème, c'est pratiquer l'allusion. Détour égale allusion. Au moment où, 15 ans plus tard, à la fin des années 90 et au début des années 2000, François théorise l'écart, nouvelle mobilisation de la poésie. La poésie, et c'est le titre d'un très beau livre dont j'avais rendu compte, qui est un livre à mon avis très important dans l'itinéraire philosophique de François Julien, c'est Dire au gré, d'accord ?
la poésie dit au gré. D'accord? Hein, c'est le grand débat avec Aristote. La poésie, c'est pas ce qui dit quelque chose de quelque chose. Hein. Elle dit au gré, c'est-à-dire elle épouse les processus. Donc, de la même manière qu'il y avait une poétique du détour qui était la poétique de l'allusion, il y a une poétique de l'écart, et cette poétique, c'est celle du dire au gré. Et puis, au moment de la décoïncidence ou de l'inouï, le poème ne sert plus du tout à l'allusion. Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire ou Lautréamont ne sont pas du tout mobilisés dans des coïncidences comme des poètes allusifs, alors qu'évidemment on peut lire. Pensez à Jean-Pierre Richard, hein, que François aime, et il a raison. Hein, on peut lire Mallarmé comme un poète de l'allusion, on peut lire comme un poète de la suavité, mais c'est pas du tout ça. Hein. Ce sont des poètes qui sont lus comme des poètes de la rupture syntaxique, hein, de l'effraction. Hein, c'est un terme qu'employait François dans son traité sur le mot. Détour, allusion, écart, dire au gré, décoïncidence, effraction. La poésie, donc, et c'était ça le premier parcours, hein, change de sens dans l'œuvre de François Julien. Elle est toujours présente, mais au départ, je simplifie, mais ça peut permettre peut-être de discuter, elle est le lieu d'expérimentation d'une logique du sens, pour parler comme Deleuze, sous le mode de l'allusion, et elle devient progressivement le lieu d'une logique de la sensation. D'accord ? Le poème, hein, passe d'une logique du sens à une logique de la sensation, ou de l'existence. Dans le premier régime, qui couvre les deux premières périodes, le nom qui permet de la suspendre, c'est allusion, le régime élusif, etc. Vous avez là-dessus un très 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 beau chapitre, hein, dans De l'être au vivre, qui à mon avis, la poésie, elle passe de l'être au vivre, d'une certaine manière, dans ce parcours-là. Alors, on pourrait montrer à partir... Ou, en d'autres termes, hein, j'ai vu d'ailleurs que Philippe Jousset, qui est un critique littéraire très fin, vraiment très puissant, hein, lit les premiers livres de François, hein, comme des livres verlainiens. D'accord ? Hein, il dit il y a un rapport, hein, entre le Julien des années 80, si j'ose dire, hein, et Verlaine. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, on est dans l'allusion. Hein, on est dans la disparition, on est dans l'effacement. Alors qu'avec Mallarmé, hein, et le poète de la décoïncidence, le poème sert à autre chose. Alors, le deuxième parcours sur lequel je vais pas être trop long, hein, mais sur lequel je voulais m'étendre, c'est le suivant. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein, une fois qu'on a reconnu ces concepts, hein, qu'est-ce qu'on peut en faire, au sens où quel profit des poéticiens d'aujourd'hui, hein, pourrait en tirer. Parce que une chose, et je crois vraiment que l'œuvre de Julien, elle est forte aussi en ce sens, hein, c'est qu'elle est tournée vers les usages qu'on peut en faire. D'accord ? Donc, on peut, et c'est mon cas, vouloir faire l'exégèse du système de François, hein, mais on peut se demander aussi à quoi elle sert. Et il me semble, si vous voulez, que la poétique de la décoïncidence, hein, elle peut ouvrir sur trois pratiques, sur trois types de pratiques. D'abord, elle peut ouvrir à ce que j'appellerais, hein, une rhétorique figurale nouvelle, qui solliciterait de manière profonde les figures rhétoriques de la disjonction. Parce qu'un poème, c'est bien un art de conjoindre et de disjoindre, ça c'est sûr. Et ce que offre, me semble-t-il, une rhétorique de la décoïncidence, hein, c'est un nouvel art poétique qui ébranle les manières de joindre et de dissocier à travers toute une série, hein, de figures, de crases, de hiatus, de tmèses, d'enchâssements, hein. Et si on insiste là-dessus, et c'est pas pour rien que tu convoques Mallarmé, hein, on voit pourquoi, hein, par la disposition des mots, le poète surprend, fait scandale et interdit les effets de reconnaissance.
Et c'est pour ça que c'est très important dans la tétralogie de François de commencer par Mallarmé. Parce que ça veut dire qu'on va de Mallarmé à Baudelaire et pas de Baudelaire à Mallarmé. Et si on va de Mallarmé à Baudelaire, on fait de Baudelaire un poète de la décoïncidence. Alors que si on va de Baudelaire à Mallarmé, on fait de Baudelaire un poète de la coïncidence. Beaucoup l'ont fait, notamment Bonnefoy. En revanche, si on inverse la chronologie, on arrive à faire cela. Deuxième point, il me semble que on peut, et je m'y suis exercé en préparant cette conférence, on peut utiliser la décoïncidence comme un instrument herméneutique, c'est-à-dire essayer de lire des poèmes en se demandant où est-ce que ça décoïncide. D'accord ? Comment est-ce que ça décoïncide ? Alors, je l'ai fait, je vous dis juste sur quel poème je l'ai fait, et puis si vous voulez, on pourrait revenir sur les exemples. Je l'ai pris sur un poème canonique de Baudelaire, Le Balcon, en essayant de comprendre, et c'est un lieu très très difficile de la poétique baudelairienne, la dernière strophe, ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes? Comment est-ce qu'ils peuvent renaître d'un gouffre si ce gouffre est interdit à nos sondes? Donc là, c'est le type, si vous voulez, d'une décoïncidence sémantique. On peut pas se sortir de ce vers sans souligner la décoïncidence. Pour Verlaine, j'ai pris évidemment l'impair, puisque c'est quoi l'impair? Alors là, tu peux être content parce que ça marche très bien. L'impair, c'est l'invention du décoïncidence métrique. Le 9 ou le 13. De la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Et vous savez que Verlaine a insisté sur la difficulté, programmée de lecture de ces vers. On peut le faire évidemment sur Rimbaud. Alors là, tout est décoïncidence, si j'ose dire, et je l'ai fait à propos de Qu'est-ce pour nous mon cœur, le célèbre poème Qu'est-ce pour nous mon cœur, que les nappes de sang et de braise et mille meurtres, où Rimbaud, lui, construit, et c'est d'ailleurs une de ses difficultés majeures, une décoïncidence du nous. On ne sait pas si le nous, c'est le nous de la commune, si c'est le nous de toi et moi, lecteur, ou si c'est le nous de moi et moi, mon cœur. Et au fur et à mesure du poème, le nous, si j'ose dire, éclate, et tous les défenseurs d'une politique aujourd'hui du nous, feraient mieux de lire ce poème plutôt que de... Bon, enfin, je passe. Et enfin, Mallarmé. Et Mallarmé, quel type de décoïncidence? On a dit Baudelaire, décoïncidence sémantique, Verlaine, décoïncidence métrique, Rimbaud, décoïncidence pronominale, Mallarmé, décoïncidence vers-prose. Puisque, comme vous savez, Mallarmé, crise de vers, 93, Mallarmé casse le vers à jamais, et quand il reprend les vers, c'est toujours pour éclater la syntaxe, et j'avais pris comme exemple, un exemple très célèbre, à la nuit accablante tue, etc. Donc ça, c'est le deuxième programme. Après avoir fait de la décoïncidence un instrument de description des figures rhétoriques, on peut l'utiliser comme un instrument herméneutique. Et puis, enfin, je te propose, de manière programmatique, d'en faire un instrument non plus rhétorique et herméneutique, mais proprement poétique, pour nommer les actes propres du poème. Et il me semble que ce que moi, mais c'est pas important que ce soit moi, mais ce qu'on peut identifier comme les actes de la parole poétique, des actes que seule la parole poétique fait, sont tous susceptibles d'une redescription en termes de décoïncidence. Quels sont ces actes? Je conclus là-dessus, et après je t'offre une petite citation de Longin, ça fait toujours du bien. Quels sont ces actes? Premier acte du poème, le poème inscrit au défaut de la voix. C'est-à-dire le poème, il est ni dans la vocalité pure, d'accord? Ça marche plus, la vocalité pure. Le Gerashim Luka, la performance, Aïtzig, Tarkos, ça marche plus. D'accord? Le poème, il est inscrit au moment où la voix fait défaut. Le poème, deuxième opération, il nomme
au défaut de la présence. D'accord? C'est-à-dire, il nomme au lieu où le ceci de Hegel s'estompe, s'évanouit, et ça, il est le seul à le faire. Vibratoire, etc., etc. Troisièmement, le poème, s'il veut être encore poème, articule là où le vers déroute la phrase. Des coïncidences du vers et de la phrase. C'est quoi un poème? C'est une syntaxe deuxième ou troisième où le vers et la phrase décoïncident. Quatrièmement, le poème invite à la rencontre d'une adresse impossible. Vous savez que c'est ça qui est extraordinaire dans les poèmes, c'est qu'ils sont adressés à quelqu'un de précis. Je te donne ces vers afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines. Il est donc adressé à quelqu'un, mais en réalité, chaque fois que vous le lisez, vous pensez qu'il s'adresse à vous. Et donc, il est bien inscrit au défaut d'une adresse. Et donc, il fait décoïncider l'adresse. Donc, ces 4 actes de la parole poétique ont toutes sortes de conséquences. Le poème désassujettit, il désattache, il dénoue en organisant sa perte continuée les attachements du sujet à sa voix, à son monde, à son présent, à son identité. Le poème ne performe pas, ça c'est de l'idéologie. Le poème ne performe pas, à la limite il préforme si on veut. Il relève de ce que Mallarmé appelle l'action restreinte. En tout cas, il est une grande opération d'action restreinte. Et pour finir, je te l'avais promis, une petite citation tirée du Pseudo-Longin, chapitre 19, qui nomme, à mon avis, magnifiquement la décoïncidence, et je préfère finir sur Longin que finir sur une phrase de moi. Quand on rompt les choses les unes des autres, tout en les pressant, en les précipitant, ça porte l'emphase de la lutte qui, à la fois, empêche et poursuit avec, et c'est ce que le poète obtient avec des asyndetes. Je t'offre ces asyndetes.